Non, mais c'est top. Là, je te jure que ça n'a pas été simple. Non, mais je sais. Je le sais. Après, te mets pas non plus à l'envers pour ça, hein, mais bon. Non, mais il faut, autrement tu Oui, mais jamais. après, je sais. Après, te mets pas non plus, même la santé et tout, te mets pas à Non, l'envers. non, après ça. Nouvel épisode sur le projet PikeSpeak. Vous avez été des dizaines de milliers à suivre la première vidéo. Un grand merci à vous. Vous avez aussi posé plein de questions. On va essayer d'y répondre. Il y a la RS01 derrière. D'ailleurs, il n'y en a pas qu'une seule, vous verrez. On a fait pas mal de modifications. On va tout vous expliquer. On va la faire démarrer et aussi la passer sur le banc. Donc, on a pas mal de boulot, pas mal d'enjeux. C'est parti. Steph, on est chez toi, Ouais, bienvenue. dans ton nouvel atelier. Franchement, c'est très chouette. C'est ça, on vient d'arriver fraîchement. Ça fait 2-3 mois qu'on est chez Transpolis. On est en fait dans une ancienne usine militaire. Voilà, c'est ça, il y avait tout ce qui est munitions. Et donc, c'est là où toi, maintenant, tu as tes munitions de course, on va Voilà. dire. Et donc, on a principalement tout ce qui est voiture de course de côte et voiture de circuit. Voilà, c'est notre cœur de métier. Donc tout a commencé par la côte, comme je le disais dans Ouais. ta première vidéo. Et donc maintenant, on fait aussi beaucoup d'endurance, track day. La dernière fois, typiquement, c'était un track day, quand on a roulé. Et donc, toi, tu as commencé proto-monoplace, Tout à fait. sachant que toi, tu roulais. Voilà, je roulais un F3, moi. Il faut que tu me retrouves une photo. Hein. Tu as des photos, je suis sûr que tu as des photos. C'est sûr, c'est sûr. Tu vas m'en retrouver, on va en mettre 2-3. D'ailleurs, vous avez été beaucoup dans les commentaires à mettre un mot sur toi, qui te connaissait depuis la course de côte. Ouais, tout en ça. plus, c'est très familial, parce que mon père courait aussi déjà il y a 40 ans maintenant. C'est ça. Donc j'ai repris un petit peu le flambeau, donc c'est cool. Donc il y a plein de voitures très cool ici. D'ailleurs, il y a la Formule Renault, pour ceux qui se souviennent, de la manche de course de côte que j'avais fait à Saint-Gouéno avec toi d'ailleurs. Ouais. Et la voiture est là, donc on vous met une petite image, vous vous en souviendrez. Et donc si on y retourne, donc là on a donc les 3 voitures, donc celle que j'ai roulée la dernière fois, Oui, au Castellet, qui est encore en config d'origine. tout à fait. On a roulé il n'y a pas longtemps à Manicourt avec aussi, là. D'ailleurs, la dernière personne à avoir roulé, c'est quand même un certain Sébastien Loeb. Sébastien Loeb qui a roulé avec, donc c'est pas trop mal. Et donc cette voiture-là, donc tu devais la laisser dans cette configuration pour le moment, pour tes clients, et sachant que là, à partir de maintenant, elle est immobilisée. On va dire Voilà, ça comme ça. donc à partir de maintenant, il lui reste qu'une chose à faire, c'est à démonter, remonter tout ce qu'on avait, toutes les pièces spécifiques de PikeSpeak, Ouais, et du coup après on la met dans le container. c'est ça. D'ailleurs, ce projet PikeSpeak, on vous présente tout ça comme si c'était un truc facile à mettre en place, etc. Franchement, depuis qu'on a fait l'essai, c'est une course contre la montre. On a un sablier au-dessus de la tête. Dans ma carrière, ça fait 15 ans que je fais du sport auto, j'ai rarement vécu un truc aussi intense. C'est vrai. Ouais. Écoute, on va essayer de l'emmener jusqu'au bout ce projet-là. Et franchement, déjà, je te remercie énormément rien que de l'investissement que vous avez mis pour préparer ce qu'on va vous montrer, parce que vous allez voir, c'est incroyable. Vous allez aussi voir qu'il y a une entité ultra importante qui va nous suivre dans ce projet-là, et vous allez être très surpris. On a la chance pour cet épisode d'avoir 2 RS01, c'est quand même un luxe de fou. De toute façon, vu le temps qu'on avait, fallait des solutions. Ouais. Les 3 voitures ont participé un petit peu au projet. Hein. On va vous montrer tout ça, on va vous présenter aussi tous les gens qui ont bossé là-dessus. Et on va commencer par les modifications qu'on a faites avec, comme je vous l'ai dit, quelqu'un de super important qui est devenu, on va dire, une pièce un peu clé aussi du maîtresse, projet. ouais. On va voir tout ça et on vous présente Guillaume. Steph, vu le temps imparti, on a été obligé de se focus sur une grosse partie de la préparation, les turbos, parce qu'en fait, quand on s'est posé sur la question de faire rouler cette voiture à PikeSpeak, il y a tout de suite une question qui est venue dans l'équation, c'est l'altitude. Et il faut savoir que cette voiture, elle est faite pour rouler en circuit, en course de côte. Et elle n'est pas faite pour aller à une certaine altitude, et notamment entre 2700 et 4300 mètres. 4300 mètres, c'est un peu moins que le Mont Blanc. Même la plupart des courses de côte, on arrive, on n'est pas à cette altitude. Donc, Tu me disais, le max, je crois, t'es à 2000, quelque chose comme ouais, ça. à peine 2000 à Champs-Rousse. Ouais, voilà. Donc, on a eu des grosses évolutions à réfléchir sur la voiture. On s'est posé beaucoup de questions. Ouais. On a questionné beaucoup de monde. Et dans cette réflexion-là, c'est vrai que je me suis dit, on va contacter quand même les gens qu'on connaît, avec qui on a eu la chance de travailler par le passé, etc. Et forcément, cette RS01, c'est une Renault. Et donc, on a eu l'extrême chance d'avoir un soutien technique d'Alpine Racing. Et donc, j'ai l'honneur de vous présenter la légende. Donc, Guillaume Fouquet. Une des légendes. Une des légendes, je rigole. Parce que vous êtes de toute façon une grande équipe. Mais je dis la légende parce qu'on a eu l'occasion de se croiser pas mal de fois sur les circuits ou ailleurs. Présente-toi en quelques mots. Alors, je suis ingénieur motoriste, effectivement, chez Alpine Racing, responsable de tous les moteurs compétition depuis quelques années, suffisamment longtemps pour avoir eu la chance de effectivement développer cette voiture côté moteur.
Attends, on va y revenir. Mais actuellement, sur la compétition client, Tout à fait. Compétition client, donc rallye, circuit. d'ailleurs récemment, il y avait quand même aussi un projet assez chouette. Oui, j'ai eu la chance de participer au Dakar, de superviser ce projet également du groupe Renault, de faire donc courir Dacia en rallye raid. Et de gagner. Et de gagner en l'occurrence. Et de gagner en l'occurrence. Et donc on a la chance de t'avoir avec nous sur ce projet. Tu viens de nous filer un coup de main. Je vais essayer du moins d'aider effectivement à vous guider du mieux que je peux. Ça me fait revenir un peu effectivement Ouais, c'est ça. une dizaine d'années en arrière, de retrouver un peu la mémoire de ce qu'on avait fait à l'époque. Comme tu l'as dit, donc d'adapter le moteur qui n'était pas forcément voué à ça au départ, de trouver les choses les plus simples et les plus efficaces pour participer à une course comme Pikes Peak qui est Ouais, non, c'est clair. très particulière par rapport à tout ce que cette voiture a pu vivre jusqu'à maintenant. C'est clair. Donc si on revient, donc toi, tu as fait partie des ingénieurs qui ont développé cette voiture. Vous étiez combien? Une dizaine? Tout à fait. Chez Renault Sport aux Ulysses. Et donc un projet assez hallucinant. Est-ce que juste tu peux nous dire deux mots, même si toi tu étais sur la partie moteur, mais est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce qu'évoque pour toi cette voiture qui a quand même rien à voir dans l'écosystème Renault Sport, que ce soit compétition officielle ou compétition client. Enfin, c'est quand même une voiture complètement à part. Clairement, elle a été faite du coup pour être justement à part. Dans la continuité de ce qu'on avait pu faire auparavant dans tout ce qui était à l'époque on appelait les World Series, où on faisait rouler différents protos. Et donc effectivement, cette fameuse RS01 fait un peu partie de la fin de cette histoire. Donc toi, à l'époque, tu avais travaillé sur cette voiture sur la partie moteur. On vous met quelques images, tu vas pas y échapper, de toi en jaune. Et donc, c'est l'enjeu, c'est ce qu'on disait avec Steph. On va dire qu'il y a 1 mois et demi à peu près, on s'est tous appelés en se disant « Ok, on veut aller avec cette voiture à Pikes Peak, mais comme on l'a dit, avec l'altitude, c'est compliqué. Donc, quels ont été les choix qui ont dû être faits pour avoir un budget maîtrisé ?» Parce qu'il faut savoir que donc toi, tu es là, c'est incroyable, mais ça reste un projet privé, et ça, on doit le dire. On le dit très sincèrement sur la chaîne, c'est un projet privé. Certes, tu es là pour nous soutenir, donc on doit rester dans un budget maîtrisé. Donc, direct, on a parlé de quelques évolutions. Est-ce qu'on peut un peu les détailler? Donc effectivement, l'enjeu pour pouvoir aller à Pikes Peak, c'est d'avoir des turbos qui soient adaptés à l'altitude. Ce n'était pas le cas des turbos d'origine de ce moteur. On a essayé donc effectivement avec des contacts privilégiés de trouver les turbos les plus adéquats pour remplir cette mission-là. Une fois qu'on a effectivement trouvé les bons turbos, il a fallu faire tout le travail d'adaptation. Ouais. Et c'est là où du coup Stéphane rentre clairement en jeu avec lui aussi du coup ses contacts privilégiés et surtout son équipe. Et derrière nous attend une adaptation de la calibration aussi. C'est ça. En conséquence pour pouvoir adapter tout ça et repartir en fait sur une calibration spécifique à ces turbos. Par rapport à l'altitude, du fait que Pikes Peak commence au-delà des 2500 mètres, on avait déjà du coup des turbos qui étaient au maximum de leur capacité. Si on voulait préserver les turbos, on aurait perdu beaucoup de chevaux. Avec l'altitude. Ou casser les turbos. Ou casser, voilà. Parce qu'en fait, tu me l'avais expliqué. Ouais, c'est le premier contact que j'ai eu au téléphone avec Guillaume. Il m'a dit, les gars, vous êtes gentils, mais là, ça va pas aller loin, votre histoire. C'est un peu ça, le truc. En fait, pour tout vous dire, là, on fait genre c'est maîtrisé, mais en fait, les premiers coups de téléphone qu'on s'est passés avec Steph, avec d'autres personnes, et notamment, et je les remercie, avec BJ Turbo, Jérôme de BJ Turbo dans la région de Marseille, c'est ça, qui nous a vachement aidés, énormément conseillé et du coup fourni et vendu ces turbos-là, qui sont des Garrett G25. Le truc que tout le monde nous a dit dès le début, c'est les gars, si vous partez avec cette voiture-là, c'est mort. C'est mort. Bon, on va expliquer cette implantation-là avec les collecteurs parce que je veux vous montrer ça, c'est passionnant. Et puis après, on se retrouve pour démarrer la voiture. C'est parti. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Eh bien, écoute, c'est un truc passionnant. C'est avec ça qu'ont été faits les collecteurs d'échappement. Et je vous présente Kevin. C'est toi qui nous as sauvé la vie. Ouais, à peu près. On peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça. Donc toi, tu as une société qui s'appelle On-Off-Road. On va détailler dans quelques instants, vous allez voir. T'es un peu un touche-à-tout. Touche-à-tout, autodidacte, on va dire. Ouais, autodidacte. Ouais, mais attends, tu m'as montré ce que t'as fait. Tu fais quand même des pépites. Hein. Ouais. Genre, franchement, On essaye. des trucs de fou. Bon, donc, en gros, Steph t'a appelé il y a quelques jours et il t'a demandé, en gros, faut que tu nous sauves la vie. Ouais, un peu ça, ouais. Parce que autour de ces turbos, donc on l'a dit juste avant avec Guillaume et Stéphane, nous on a reçu les turbos donc dans une boîte, très clairement, hein, des turbos, et ensuite il faut l'implanter. Et le truc qu'il y a, c'est que si vous regardez, en fait, il y a des tubes, des choses qui viennent se brancher dessus de partout, et ça,
c'était assez problématique parce qu'il fallait tout modifier et notamment les collecteurs d'échappement. Parce qu'en gros, pour vous expliquer, le turbo, il y a l'air qui arrive dedans, il y a les échappements qui arrivent dedans, tout ça qui turbine et qui vont dehors, C'est un peu ça. par l'échappement. Je vulgarise, mais en gros, c'est ça. Il faut savoir que du coup, si on met des turbos plus gros, forcément, on ne va pas garder les arrivées, on va dire, d'air, etc., d'origine. Il faut tout adapter à la taille, sinon ça ne sert à rien. Et donc pour ça, il fallait tout faire sur mesure. Ce n'est pas des pièces qu'on peut acheter, surtout qu'on parle d'une voiture qui a été produite à 35 exemplaires. Clairement, le stock de pièces, il est très rare. D'ailleurs, Steph est devenu un vrai brocanteur de la RS01, c'est-à-dire qu'il fait tous les ateliers du monde pour trouver des pièces de RS01. Et donc là-dessus, clairement, c'était des pièces qui n'existaient pas à l'origine. Parce que pour vous donner une idée, ça, ici, ça, c'est le turbo d'origine, qui est d'ailleurs, on peut le voir tout petit par rapport à celui qu'on a ici. Je ne sais pas si tu vas voir, elle me dit, mais regarde, on n'est pas du tout sur la même taille. Vous voyez, le turbo avec la petite hélice. Et donc, on a les collecteurs qui étaient carrément implantés, en fait, directement, vous voyez, une seule pièce, en fait. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, forgé. Ouais, c'est une seule pièce qui fait le collecteur et le corps chaud du turbo. C'est ça. Donc en fait, on ne pouvait pas réutiliser tout ça. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait en quelques jours pour arriver avec un turbo implanté là, un moteur à côté et faire en sorte que tout puisse fonctionner? C'est compliqué, donc je me suis aidé du 3D. Ouais. Beaucoup d'impression 3D. J'ai modélisé sur le PC, imprimé en 3D. On a présenté sur la voiture et on a validé avec Stéphane et l'ingénieur de chez Renault que tout allait, avant de pouvoir fabriquer en inox. Alors explique-moi ça. Alors on dirait un peu comme ça des gros Lego, Duplo, je sais pas. Je me suis imprimé ça, moi c'est vraiment que pour me faciliter le boulot, pour faire mes cheminements, c'est des aimants et puis... Et donc en fait si on regarde, c'est que des bouts on va dire de coude. Et d'angles qu'on pourrait mettre au niveau des collecteurs, des échappements, parce que là on parle de collecteurs, mais ça peut aussi être des échappements, ça peut être plein de choses. Et en fait, si vous voyez, il y a plein de petits crans comme ça, avec des angles, et en fait, on peut recréer ici complètement un échappement, des collecteurs, etc., avec ces ustensiles, et venir les connecter entre eux, vous voyez. Pour dire à quel point tu recrées tout, par exemple, on va mettre la photo, tu as recréé un Range Rover usine de A à Z. Ouais, un Range Rover du Dakar, 1987 je crois, la première course. C'est ça. Et quand je dis recréer, on ne parle pas des collecteurs, on parle de l'entièreté de la voiture. La voiture entière. C'est-à-dire même les pièces en carbone Kevlar, le moteur, la voiture, les trains roulants, tout de A à Z. Tout a été fait, ouais. Donc si les gens veulent te contacter, c'est sur la page Insta. Ouais. Tu réponds? Ouais. Ok, donc on-off-road. N'hésitez pas à aller voir et surtout si vous avez des projets, on peut répondre à pas mal de problématiques. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, toi, tu réponds aux problématiques. Ouais, j'aime bien, j'aime bien ce que les autres n'aiment pas faire. Voilà, on va dire c'est ça. Toi, comme on disait tout à l'heure, l'impression 3D. Donc ça, c'est ce que tu as fait pour reproduire. Ouais, en impression 3D, j'ai pas reproduit l'origine, mais on a créé les futurs collecteurs en 3D. Et ça, c'est ce qu'on s'est servi pour présenter sur la bagnole. Ouais. Voir que tout fit bien, que suite aux mesures que tu avais fait avec tes tubes aimantés. Exactement. Voilà, et avec notamment les platines vraiment de haute technologie, parce que pareil, là on parle de très haute température, très haute performance. Ouais. Et c'est une société qui s'appelle MCFI, qui est basée en Alsace, qui nous a fait ça. Et franchement, pareil, on arrive encore à rajouter des personnes qui sont hyper pros dans leur domaine. L'autre jour, je suis passé, il y a quelques jours, il y en a peut-être qui l'ont vu dans mes stories sur Instagram, mais je suis passé l'autre jour, j'ai vu ça, j'ai dit ok, là on y est vraiment, et là on fait un vrai truc chouette. Donc en tout cas, un énorme merci. Tu repasses quand tu veux. Merci à toi. Tu restes là, voilà. Merci mais à en tout cas, je voulais vraiment présenter cette partie-là parce que c'était vraiment, vraiment top. Merci bien. Faut que je te montre un truc. Bon, je cache mon adresse quand même. Regarde ce que j'ai reçu. D'où vient cette lettre? Regarde. C'est pas stylé ça? T'as vu ça? Bravo. En vrai, c'est stylé. Donc regarde. Donc, ça, c'est un truc que j'ai reçu il y a à peu près une semaine. Là, tu reçois un dossier en fait avec plein d'infos et c'est très cool parce que c'est vachement à l'américaine, c'est-à-dire qu'il mélange plein de choses. Il y a de l'information hyper importante avec des prospectus et tout, donc c'est assez drôle. Alors, faut savoir que pour cette course, on peut tout faire, juste faut payer. Et là, par exemple, il y a un festival, on essaiera d'y aller. Je sais pas si on pourra mettre la voiture ou pas. Regarde, alors plein de cartes postales. Regarde à l'ancienne, tu vois, des trucs comme ça. Donc ça, franchement, très cool. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup. Et après, tu rentres sur le côté quand même sportif. Félicitations, vous êtes officiellement sélectionné pour la 104e édition de Pikes Peak. Hop, le patch officiel. Donc ça, ils te le mettent
dans l'enveloppe. Et ça, donc, c'est le patch officiel qu'on devrait mettre ici pour PyXpeak. Et ça, ils te mettent, et ça, je trouve ça hallucinant. Donc déjà, c'est obligatoire de l'avoir. Et qu'en théorie, alors je sais pas, je vais pas essayer de jouer avec ça, mais ils te disent que si tu le perds, limite, tu peux pas faire la course. Et tu es obligé de le mettre, et c'est le patch officiel qui dit que tu peux concourir. Puis après, plein d'infos médicales, etc. À savoir qu'il y a quand même pas mal de choses à remplir, et également des avis médicaux, parce qu'à l'altitude à laquelle on va, alors j'ai pas encore pris la décision et je sais pas encore si je vais être obligé ou pas, il y a certaines personnes qui doivent monter avec de l'oxygène, avec des bonbonnes d'oxygène dans le nez, du coup, pour pallier à l'altitude, pour pas perdre connaissance. Parce que 4000, je sais pas s'il y en a qui sont déjà montés à ces hauteurs-là, mais quand on dépasse les 4000 mètres, je crois que Hamdi, tu l'as déjà fait, t'as la tête qui tourne. Très vite. T'as la tête qui tourne très vite. On a le planning, voilà, avec practice, etc. On va arriver le week-end d'avant. Donc c'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, je vais louper les 24 heures du Mans. Et on arrive donc une bonne semaine avant à Denver, puis Colorado Springs pour s'installer. Et dès le lundi, on a les vérifs techniques. Et ensuite, on a des essais toute la semaine. Voilà. Tu veux t'y mettre Où ça ? à la mécanique? Ouais. Non, mais attends, j'en fais déjà. Non, mais en vrai, c'est très cool. Regardez ce qu'on a reçu de la part de Milwaukee, qui est partenaire du projet. Et il y a un vrai enjeu technique. Parce qu'en fait, quand on sera sur la montagne, on n'aura pas d'accès à l'électricité. On sera très en altitude et surtout, on devra monter et démonter très vite un campement. Et pour ça, on a besoin d'outils performants et de qualité, et en même temps qui soient pratiques. Et pour ça, Milwaukee a une gamme qui s'appelle notamment Packout, qui est ultra bien faite, avec plein de servantes modulables, de tiroirs, de chariots, etc. Enfin, plein de choses qui sont vraiment bien faites. Et également toute la gamme avec batterie M18. Vous voyez là, on en a plein à charger pour tout ce qui va être lumière, refroidissement, aussi tout ce qui va être clé à choc, parce que on va avoir besoin de faire et défaire des roues, enfin bref, plein de choses sur place et surtout en autonomie. Et ça, c'est méga important. Et voilà, que de belles pièces et on vous montrera ça en détail dès qu'on chargera tout dans le container. Pourquoi tu te branches? Là, en fait, on va mesurer le régime du turbo, des nouveaux turbos, pour vérifier à peu près si tout ça marche pour demain au banc surtout. Arriver à avoir le régime maxi des turbos et puis effectivement en tirer parti pour la calibration. Et puis voir aussi si l'ensemble des capteurs marchent de la voiture. Ça, je vais le faire avec le PC là-bas pour avoir tous les paramètres moteurs, effectivement, et encore une fois, avoir tout ce qu'il faut pour travailler demain. Tu penses qu'elle va avoir un bruit différent? Non, le bruit ne change pas parce que en fait, les collecteurs sont un petit peu plus gros et tout, mais je pense que le bruit ne change pas. Alors, en intérieur, clairement, je n'ai jamais entendu de réservoir dans un atelier, donc je pense que ça va faire plus de bruit que ce qu'on imagine. Mais non, en revanche, non, le bruit ne change pas. Et en fait, les turbos n'ont de différence qu'en charge, donc là ça va pas être le cas. Et en plus de ça, les turbos de toute façon étouffent le bruit quoi qu'il arrive. Donc oui, ça va faire du bruit. Est-ce qu'il sera différent d'avant? Je pense pas. Mais j'aimerais surtout que la perf et surtout la gestion des turbos marche. C'est surtout ça qui m'intéresse. Ça, c'est le boîtier qui permet d'avoir le régime du turbo. Ça, c'est une alimentation et puis on vient se brancher avec tous ces petits faisceaux-là sur le capteur du régime turbo des fameux nouveaux turbos. Et est-ce que ça, c'est tu utilises les mêmes outils que tu utilisais à l'époque quand vous avez géré l'intégration du moteur dans cette nouvelle voiture? Enfin, c'est un peu les mêmes systèmes ou... Ouais, globalement, ça reste des boîtiers qui sont effectivement assez ressemblants dans l'ensemble. Alors, c'est pas exactement cela, clairement, mais ça fait à peu près exactement le même travail. Ok. Et ça, par exemple, c'est un boîtier que tu peux trouver dans le commerce ou c'est quand même plutôt lié aux usines? Un peu des deux, mais simplement, ça, c'est du matériel qu'effectivement qu'on a récupéré anciennement à la F1. Ouais, la F1. Voilà. Ok. Chez nous. Donc ce boîtier-là, qui sera utilisé là pour gérer la RS01, a géré les moteurs de la F1. Tout à fait. Pas mal, non ?
quoi ça va servir de connaître les tours minutes du turbo? C'est exactement ce qui va nous servir à caler la calibration pour gérer cette fameuse problématique de l'altitude. Donc de s'assurer que les turbos sont dans leur régime et pas au-delà. Et donc pas en survitesse, on va Voilà, dire. c'est ça. Qui risquerait d'exploser. D'endommager les turbos. Enfin, quand on dit exploser, c'est pas exploser, mais je veux dire que tout casse à l'intérieur, quoi. C'est ça. Toutes les pressions sont corrélées, la pression du turbo, la pression du collecteur, la pression atmosphérique, puisque c'est vraiment elle qui va vraiment varier en fait pendant la montée. Ça fait plus de 2000 mètres, un peu moins, autour de 2000 mètres de dénivelé, donc ce qui est énorme. Et c'est ça qu'il faut du coup arriver à gérer, qu'on va gérer, j'espère, demain au banc, quoi. Sachant que l'enjeu, tu me dis si je me trompe, mais l'enjeu, c'est pas forcément de gagner, parce que c'est vrai qu'on y en a beaucoup qui l'ont dit, ouais, il faut mettre 800 chevaux, 900 chevaux en commentaire. Nous, c'est pas notre enjeu, parce que l'enjeu, on a quand même le moteur d'origine. Ouais. On n'avait pas ni le budget ni le temps de préparer un moteur, donc là, c'était pas l'objectif. Mais l'objectif, en fait, et il est peut-être même plus intéressant pour moi que d'avoir 900 chevaux en bas et peut-être 400 en haut, c'est en fait d'avoir une pression constante et donc une puissance constante, en fait, et de faire en sorte que les turbos viennent contrebalancer la perte en altitude. Ouais, c'est ça. C'est en fait, en gros, l'idéal, c'est d'arriver à avoir quasi la perfo de la RS01 que tu connais du début à la fin de la montée. Ce qui serait, à mon sens, une vraie performance, même peut-être supérieure à juste avoir beaucoup de chevaux au début et moins à la fin. Mais là, si on fait ça, c'est-à-dire que, je ne vais pas dire c'est comme une électrique, mais je veux dire, on est sur la même recherche de perfo qu'un véhicule électrique. Alors, sachant que Romain Dumas, il aura beaucoup plus de chevaux que moi, mais disons que l'idée, c'est de ne pas perdre avec l'altitude. Mais pour ça, on a des vrais connaisseurs de cette voiture qui peuvent gérer ça avec une vraie expérience. Bon, vous l'avez vu, c'est cool, la voiture a démarré, le moteur n'a pas de soucis spécifiques, on a une vitesse turbo, tous les capteurs semblent au vert, ce qui est très chouette parce qu'on a vraiment un sablier au-dessus de la tête et le temps passe très vite. Donc ça, c'est vraiment cool. Maintenant, on va passer les voitures sur le banc. Celle-ci complètement montée pour la performance d'origine, celle-ci pour la performance Pikes Peak et vérifier que tout fonctionne. Donc si vous voulez suivre la suite du projet, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo, c'est super important pour nous. Et puis écoutez, je pensais vous mettre justement ce passage au banc chez Shiftech dans cet épisode. Ça fait un peu long, donc on va vous en faire un deuxième dans quelques jours justement pour ce passage et j'ai hâte parce que ça va être un gros enjeu de ce projet. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et on se retrouve très vite. Là c'est trop, là c'est too much, ça souffle.